Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, j'espère que dans cet épisode, vous n'aurez pas trop d'écho. Je suis dans ma voiture actuellement, il est 19h30, c'est normalement l'heure de la prière chez nous. On est censé être à la maison tous à 7h, mais le mercredi, mes filles ont leur cours de gymnastique de 19h30 à 20h30. Alors je suis dans la voiture en train d'attendre qu'elles aient leur cours de gymnastique. Et pour dire la vérité, je crois que j'ai attendu ce moment toute la journée. Bon, attendez, j'arrange mon micro parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas très bien. J'ai attendu ce moment toute la journée. J'adore ce podcast parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une petite bulle d'intimité où on parle des choses relatives au mindset, au succès dont on ne parle pas ailleurs. Et j'ai aussi vraiment le sentiment que le fait de vous parler sans que vous ne me voyiez donne un côté plus intime à cet espace. Bon, du coup je suis encore plus excitée que d'habitude par cet épisode. Mon idée est de vous raconter comment prendre un rendez-vous chez le psy a, d'après moi, sauvé mon année. Je pense que ça a sauvé mon année, mais ça, je ne le saurai qu'à la fin de l'année. Pendant 2 mois, en début d'année dernière, pendant 2 mois, j'ai souffert d'une profonde anxiété. J'ai attribué cette anxiété à l'importance des objectifs que je me fixais. Je rationalisais parce que, objectivement, quand je pensais à mes objectifs, ils étaient ambitieux, mais je ne les trouvais pas inatteignables. Mais à quoi d'autre attribuer cette anxiété ? On vit dans un monde à l'intérieur duquel ou dans lequel le stress est normalisé, l'anxiété est normalisée, et je ne trouve pas ça normal parce que de nature, je suis quelqu'un d'extrêmement serein. Je suis sereine, je suis légère et je suis vraiment par défaut quelqu'un d'heureux. C'est-à-dire que je me lève le matin contente, excitée comme une puce par ma vie, par ma journée, par le temps que je vais passer dans la salle de bain à m'occuper de moi, par le temps que je vais passer à m'occuper de mes enfants. Donc, et je suis vraiment quelqu'un de serein. Je m'inquiète peu, même pour ce qui est inquiétant ou flippant pour les gens autour de moi, je m'inquiète peu. Du coup, l'anxiété est chez moi quelque chose d'extrêmement inhabituel. Je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai été anxieuse. C'est tellement quelque chose d'inhabituel pour moi que j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça que je ressentais. Je suis coach et je suis obsédée, je suis vraiment une passionnée du cerveau. Alors j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû consulter parce que l'anxiété, ce n'est pas normal. On n'a pas à supporter l'anxiété, on n'a pas à vivre avec de l'anxiété et parce que la santé mentale est vraiment une question importante. Mais aussi parce qu'on ne doit pas banaliser notre inconfort, les états dans lesquels on est dans l'inconfort. Je n'ai pas suivi le conseil que j'aurais donné à une personne qui aurait été ma cliente. J'ai rationalisé en me disant c'est normal que je ressente de l'anxiété parce que peut-être que consciemment je ne suis pas effrayée par nos objectifs, par les enjeux qu'on a, par ce qu'on vit, mais c'est possible qu'inconsciemment ça réveille quelques peurs, quelques inquiétudes. Donc, j'ai mis en place ce que j'ai considéré comme étant le plan qu'il me fallait pour sortir de là. Donc, j'avais à la fois de l'exercice physique. L'exercice physique, en fait, m'aide de façon dingue à réguler mon humeur. En fait, j'en suis même arrivée à la conclusion que j'ai beaucoup de mal, pour ne pas dire que je suis incapable. J'ai beaucoup de mal à réguler mon humeur sans exercice physique. J'ai besoin de l'exercice physique pour le faire, quelle que soit la forme d'exercice physique. Donc j'avais de l'exercice physique, j'avais aussi des pratiques de méditation, d'hypnose, j'avais aussi tout le travail que je fais sur mon mindset, j'avais aussi des périodes, des temps d'introspection et j'avais les compléments alimentaires que je prenais. Et
En un mois et demi, sans surprise, tout est revenu à la normale. Je n'avais plus aucun symptôme, ça allait. J'ai repris ma vie et j'ai oublié cet épisode que j'avais vécu. On a continué l'année avec toujours autant d'échéances, toujours les objectifs ambitieux comme d'habitude, et j'ai pas eu de pic d'anxiété ni quoi que ce soit. Et il y a à peu près un mois et demi, tout est revenu. C'est-à-dire cette espèce de sensation de gorge serrée. Et puis, il y a eu aussi mon cœur qui s'emballait d'un coup comme ça alors que j'étais bien et qu'objectivement, il n'y avait rien. Et j'avais aucune raison de m'inquiéter, aucune raison de paniquer. Et là, c'était compliqué de rationaliser en me disant c'est à cause de telle échéance, c'est parce que telle chose arrive. Il n'y avait pas de choses folles qui arrivaient. Et puis il y a eu aussi cette espèce de fatigue, cette espèce de sensation d'épuisement. J'ai la pêche. Même quand je suis fatiguée, j'ai la pêche. Je considère que je manage très très bien mon énergie. Je navigue très bien mon introversion, donc les temps où j'ai besoin d'être seule, de ne pas avoir de contact, de ne pas interagir. Mais là encore, quand cette grande fatigue, cette profonde fatigue qui me drainait et me demandait parfois de mobiliser toute mon énergie pour faire de toutes petites choses, quand cette profonde fatigue est apparue, je me suis dit, j'ai eu une grosse année. J'ai fait beaucoup de choses, je me suis investie dans beaucoup de choses, j'ai un boulot qui est prenant, j'ai une famille que j'adore et à laquelle je donne beaucoup de temps, d'énergie, j'accorde du temps et de l'énergie à mon couple, à ma maison, à mes relations, donc je me suis dit que c'était normal, pas confortable mais normal. Et puis un symptôme est apparu, la mélancolie. Alors là, c'est-à-dire qu'il y avait l'inconfort de l'anxiété et il y avait vraiment, là pour le coup, j'ai été propulsée dans une dimension que je ne connais pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans cet épisode et que je le répète régulièrement. Je suis quelqu'un d'heureux par défaut. Du coup, je ne comprenais pas. Mais pire que de ne pas comprendre, je me suis mise à culpabiliser. Comment je pouvais être mélancolique ? Enfin, j'ai 44 ans. J'ai la vie dont je rêvais. J'ai la vie dont je rêve. J'ai une relation de couple avec un homme que j'aime, que j'admire, qui m'aime, qui me couvre d'amour. J'ai la relation de couple dont je rêvais. J'ai des enfants merveilleux avec qui j'ai une relation épanouissante, fun, légère. J'ai la boîte que je voulais, le boulot que j'ai créé, enfin, la maison de mes rêves, dans le pays de mes rêves, dans le quartier de mes rêves. Mais des exemples comme ça, je peux vous en citer des dizaines. Toutes les cases sont cochées. Donc, comment je pouvais me permettre de ressentir de la mélancolie, cette espèce de... comme une espèce de voile gris, comme une espèce de brouillard. Je souffrais doublement. J'étais mélancolique et je souffrais d'être mélancolique. Comme je vous l'ai dit, je suis une introvertie, alors j'ai passé beaucoup de temps à chercher, à essayer de comprendre. Je me suis dit que j'étais peut-être dépressive, je faisais peut-être une dépression, parce que ça arrive. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être un burn-out. Et chaque fois que j'en ai parlé à mon époux, il me disait, je te laisse investiguer, mais je crois pas que ce soit ça. Et puis, j'ai eu tous ces symptômes physiques. Je faisais des cauchemars. Mon sommeil était agité. J'oscillais entre les nuits où je me réveillais aux environs de 2-3 heures du matin, après des cauchemars terribles et des espèces de torrents de sueur. J'étais trempée, alors que nous vivons au Canada, que en ce moment il fait
au mieux 0 degré ou au pire moins 10 degrés. On dort avec la fenêtre ouverte. J'étais trempée. Je change de tête d'oreiller au milieu de la nuit. Je change d'habit de nuit tellement je suis trempée. Et puis, il y avait mes extrémités glacées. Mes mains, mes pieds, mais glacés. Au point que je me collais comme une espèce de petit caméléon à Frédéric. Alors, là encore, j'ai rationalisé. Les extrémités froides, c'est normal chez les femmes, plus que chez les hommes. Donc je me suis dit, oh, c'est juste que cet hiver, c'est plus que d'habitude. Les cauchemars, la transpiration, c'est normal que vous transpiriez quand vous faites un cauchemar, vous avez peur. Et puis, j'ai associé ces symptômes-là, ces cauchemars, à ce que j'ai considéré comme une période d'éveil spirituel. Et je considère avoir effectivement grandi spirituellement dans cette période. Je considère avoir vraiment expérimenté spirituellement des choses que je n'avais jamais expérimentées. Alors je me disais, tu peux pas d'un côté grandir, expérimenter des choses nouvelles et espérer que tout se fasse dans la fluidité. C'est normal. Cette espèce d'éveil spirituel se fait au prix de manifestations physiques. Mais il y avait toujours cette mélancolie et plus le temps passait, plus le temps avançait et plus je me disais, je ne suis pas alignée. Je ne suis pas alignée parce que je connais le cerveau. Je sais ce qu'il faut faire pour remonter, pour changer de mindset. Mais la mélancolie était là. La tristesse était là. Alors j'ai commencé à douter, à me dire, mais est-ce que ce que je fais a perdu du sens? Est-ce que je n'aime plus? Mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire que je savais consciemment, je sais consciemment que j'aime, je savais que j'aimais, mais je n'arrivais pas à ressentir l'excitation que j'ai l'habitude de ressentir. La mélancolie était là, c'était un poids. Alors je me suis dit, de toute façon, certaines choses relèvent du coaching. Emmener les gens vers un objectif, permettre aux gens de surpasser des limites, permettre aux gens d'identifier des pensées limitantes. Ça relève du coaching. Comprendre ce qui se passe relève de la thérapie, relève de la psychothérapie, relève de la psychologie, relève de la psychanalyse. Ça relève de la thérapie. Alors, j'ai pris rendez-vous chez un psy et je lui ai dit, dans le formulaire que je devais remplir, je lui ai dit, je souffre d'une profonde anxiété et ce n'est pas moi. Je veux revenir à moi. Il y a quelque chose probablement que je n'ai pas trouvé, que je n'ai pas compris, et il y a quelque chose que mon subconscient essaie de me dire que je n'arrive pas à identifier. J'ai besoin d'un professionnel pour m'aider à surpasser ça. Au moment où j'ai pris ce rendez-vous, j'ai été mieux. J'ai pris ce rendez-vous pendant une de mes nuits d'insomnie. J'ai été mieux. Et puis le lendemain matin, parce que je n'arrive pas, je ne sais pas m'empêcher de chercher, d'investiguer, d'essayer de comprendre. Je suis coach. Mon job, c'est d'aller vers l'objectif. Et mon objectif, c'est juste d'être moi, d'être cette personne sereine, confiante que je suis. Je ne suis pas... C'est pas confortable pour moi. Cet état que je vivais n'était pas confortable pour moi. Alors, je me suis dit, oh, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que mon garçon est mort de la mort subite du nourrisson. Et peut-être que j'ai mis plus longtemps que d'autres personnes, que d'autres mamans, à en ressentir l'espèce de trouble, l'espèce de poids, l'espèce de voile que laisse le deuil, la perte d'un enfant. Je me suis dit que c'était ça et pour moi ça avait du sens, mais j'étais pas sûre en fait que c'était ça et si c'était ça, ça ne relevait pas du coaching, ça ne relevait pas de mes compétences, ça relevait de la thérapie. Et puis je devais avoir ce rendez-vous avec la psy. Et la veille du jour où je devais avoir ce rendez-vous, j'ai dû remplir de nouveaux formulaires pour évaluer mon niveau d'anxiété et pour évaluer si oui ou non j'étais dépressive. J'ai rempli le formulaire et j'avais pas besoin d'avoir fait l'ENA, je savais exactement ce qui se passerait. Quand j'ai répondu aux questions qu'on me posait, c'était évident. Non, c'était pas une dépression dont je souffrais. Et puis j'ai rempli le formulaire pour évaluer mon niveau d'anxiété.
il n'y avait que 2 ou 3 symptômes. J'avais la gorge nouée. Et deuxième symptôme, mon cœur s'emballait. Mais tout le reste n'était pas là. J'ai fermé ce formulaire. Et là, tout s'est connecté. Comme on dit en anglais, les dots se sont connectés. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans ma tête. Et dans un éclair de lucidité, je fais une rapide recherche Google et je tape anxiété préménopause. Et là, tout est évident. J'avais rationalisé et considéré comme isolé tous ces symptômes. J'étais pas dépressive. Je faisais pas de burn-out. Je n'étais pas hypocrite, comme je l'ai pensé à un moment, en me disant, mon Dieu, est-ce que c'est possible que tout ce en quoi j'ai cru ne fonctionne pas? Je n'étais pas non plus une capricieuse qui avait la vie de ses rêves, mais qui était insatisfaite. L'anxiété était un symptôme de la préménopause. Et les sueurs nocturnes aussi. Et la fatigue aussi. Et les aigreurs d'estomac aussi. Et je pourrais vous donner une vingtaine de symptômes. Tout était là. Oh mon Dieu. Personne ne m'avait jamais dit ça. Et comme j'avais rationalisé chacun de ces symptômes séparément, j'avais pas compris. Je n'avais pas compris que j'étais simplement en train d'entrer dans une nouvelle saison de ma vie. Il y a autre chose que j'ai découvert, c'est que 87% des femmes expérimentent un ou plusieurs des symptômes dont je vous ai parlé, et 57% des femmes souffrent d'anxiété et de syndrome dépressif au moment de la ménopause, selon une étude canadienne. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'anxiété était décuplée le matin au réveil. Toutes ces femmes disaient la même chose que moi, disaient avant même d'ouvrir les yeux, je sens ma gorge se contracter, je sens le poids sur ma poitrine, j'entends mon cœur s'emballer. Et ce que les études disent, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes réveillé dans cet état, au mieux, votre cerveau met un temps fou à retrouver la normale pendant la journée, mais au pire, il ne retrouve jamais le calme pendant la journée. Je partage tout ça avec vous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour vous rappeler la différence entre le coaching et la thérapie. Il y a des choses qui relèvent de votre thérapeute. Il y a des choses qui relèvent d'un thérapeute. Et il y a des choses qui relèvent du coaching. Ce qui relève du résultat relève du coaching. Ce qui relève de la cause relève de la thérapie. Lorsque j'ai vu le thérapeute, je suis arrivée, alors elle m'a dit, on a quand même un problème d'évaluation. Hein. Vous m'avez dit que vous souffrez d'une profonde anxiété. Votre niveau d'anxiété est à 2 sur une échelle de 2 à 10, de 1 à 10. Ça veut dire que vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un d'anxieux. J'ai dit, je comprends. C'est juste que ce n'est pas dans ma personnalité, ce n'est pas dans mon tempérament et je refuse de me conformer à cet état. Et je lui ai dit, mais j'ai compris ce que j'ai. Et quand je lui ai dit, elle me dit, waouh, enfin, vous avez cherché, vous avez tâtonné jusqu'à trouver. Et comment vous vous sentez? Et j'ai dit, je me sens bien. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillée bien, légère. Et elle me dit, je vois la satisfaction. Et j'ai appelé mes proches en leur disant, je sais ce que j'ai. Si vous saviez comme je suis contente de savoir ce que j'ai. Et elle me dit, vous savez que vous pouvez simplement prendre rendez-vous avec votre gynéco ou votre médecin traitant. Ce à quoi je lui réponds, oui, je sais. Ce n'est pas l'option que j'ai choisie. J'attends que mon naturopathe spécialiste de la préménopause et de la ménopause me contacte parce que j'ai pas pris la pilule pendant le temps où j'étais fertile. C'est pas pour commencer maintenant à interférer dans le travail de mes hormones. Donc, c'est pas ma première option. J'irai voir mon naturopathe. On va mettre en place un plan comme il l'a fait pour l'endométriose de ma fille. Et si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps pour moi de me retourner vers des thérapies hormonales. Et je vous raconte tout ça pour que
vous compreniez plusieurs choses. Parfois, on a juste besoin d'aide pour nous aider à mettre ensemble les pièces du puzzle. Moi, j'ai mis les choses bout à bout et pour moi, c'était la préménopause. Mais qui dit, quand vous ressentez un inconfort, que vous arriverez à mettre les pièces bout à bout et ça sera peut-être pas la préménopause, mais surtout, vous n'avez pas à le faire seul. Vous n'avez pas à tout résoudre seul, à tout surmonter toute seule. Il y a là dehors des experts, des spécialistes, des praticiens, des chercheurs, des gens qui peuvent, quel que soit ce que vous expérimentez, vous aider, vous accompagner. Ensuite, je voudrais que vous gardiez bien en tête que même si c'est banalisé, voire valorisé, le stress, l'anxiété, les variations de ce type ne sont pas des choses avec lesquelles vous devez vivre. Il n'y a pas de fatalité. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Oh, c'est juste parce que ma vie est stressante. Oh, j'ai juste besoin de prendre des somnifères pour dormir. » Enfin, vous n'avez pas à supporter d'avoir une santé mentale défaillante à certains moments, ou qui souffre, ou qui vacille à certains moments. Ensuite, je voudrais que vous gardiez en tête que vous connaissez. Quand autour de vous, on vous répond « C'est normal que tu sois stressé ». Et c'est probablement pour ça que je n'ai pas parlé plus de cette anxiété, parce que je sais, j'ai l'habitude des réponses qu'on me fait. Ce n'est pas parce que tout le monde considère que ce que vous vivez est stressant que lorsque vous dites « je suis anxieuse » ou « je suis stressée », ce n'est pas vrai. Je me connais et je sais comment je réagis aux enjeux, à la peur, aux objectifs. Ce n'est pas dans mon tempérament de ne pas dormir, de m'inquiéter, d'avoir la gorge nouée. Ce n'est pas dans mon tempérament d'être mélancolique. Vous connaissez. Et vous savez ce que vous voulez vivre. Pour moi, la sérénité est devenue une valeur fondamentale. Je veux vivre dans la sérénité. Je veux transmettre de la sérénité. Je veux incarner vraiment, je veux dans ma personne être sereine. Parce que je sais ce que je veux vivre, alors je suis légitime quand je dis je ne veux pas de cette anxiété et je veux qu'on m'aide à régler le problème. Vous connaissez, vous savez les émotions que vous voulez ressentir, vous savez le niveau d'énergie que vous voulez ressentir. Et ce n'est pas grave si ce que vous voulez est considéré comme une chimère, ce n'est pas grave si ce que vous voulez est considéré comme une utopie, est considéré comme un caprice d'enfant. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Vous connaissez, vous savez ce que vous méritez, ce que vous voulez. Et puis, je voudrais terminer cet épisode en vous parlant de ce fameux rendez-vous avec le psy. Elle m'a parlé, écoutez, pendant toute la session, comme le font les psys. Et au bout d'un moment, elle m'a dit je suis en train de me demander comment je fais pour vous aider. Parce que la façon dont vous gérez vos émotions est extrêmement saine. La façon dont vous regardez vos objectifs, vos variations d'humeur est extrêmement saine. Votre vie va bien. Est-ce que vous voulez continuer? Et je lui ai répondu, oui, je veux continuer.
J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.